Rome. Quand on pense à Rome, on a tout de suite cette image d'un empire de marbre et d'or, pas vrai? On imagine les citoyens en toge qui débattent au forum, les légions qui conquièrent le monde. On pense aux jeux grandioses, aux pains distribués au peuple. Sauf que, cette belle carte postale, elle cache une réalité bien différente. On a souvent cette idée que le citoyen romain était une sorte d'oisif, quelqu'un qui vivait des aides de l'État, qui passait ses journées au terme et ses soirées au Colisée. Bref, la belle vie, le confort et le divertissement permanent. C'est tentant de le croire, n'est-ce pas? Mais en réalité, pour l'écrasante majorité de la population, la vie à Rome, c'était tout sauf ça. C'était une lutte de tous les jours, juste pour survivre. Alors on va oublier les clichés un instant et je vous propose de découvrir ensemble le vrai visage de cette cité mythique. Voilà le programme. D'abord, on va déconstruire le mythe. Ensuite, on va plonger dans le quotidien précaire des Romains. On analysera le système qui les maintenait dans une forme de dépendance. On verra aussi s'il y avait un moyen de s'en sortir. Et pour finir, vous allez voir, on va faire un parallèle assez bluffant avec notre époque. Allez, on commence tout de suite, on va s'intéresser au véritable cœur battant de la cité, la plèbe urbaine. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là tout le paradoxe, c'est que la plebs urbana, ce n'étaient pas des esclaves. Non, c'était des citoyens romains, avec des droits. Mais voilà, leur citoyenneté ne les protégeait ni de la faim, ni de la misère. En fait, leur liberté, qui était leur plus grande fierté, était aussi, économiquement parlant, leur plus grande faiblesse. Et là, on touche à un point absolument crucial, la mentalité de l'époque. Pour un citoyen romain, être un simple salarié, un mercenarius, c'était franchement mal vu. C'était presque dégradant. Et cet orgueil, eh bien, il les a piégés dans une sorte de zone grise, celle des petits boulots, sans contrat, sans aucune sécurité. Un monde où chaque jour était une nouvelle incertitude. Alors justement, passons à la réalité crue de leur existence. Comment ça se traduisait concrètement, au quotidien? Oubliez les belles villas avec leurs magnifiques mosaïques. La réalité pour la plupart des gens, c'était de s'entasser dans des insulas. Imaginez des immeubles de rapport complètement délabrés, où le risque d'incendie ou d'effondrement était constant. Et pour les plus pauvres, il n'y avait même pas ça. Ils dormaient où ils pouvaient, sous les ponts, dans les escaliers, ou même dans les tombeaux à l'extérieur de la ville. Des lieux qui, d'après les sources, servaient aussi de toilettes publiques. C'est dire le niveau de précarité. Et ils travaillent dans tout ça? Eh bien, quand il y en avait, c'était complètement éphémère. Il fallait être au bon endroit, au bon moment, pour espérer décrocher une tâche, porter la litière d'un homme riche, crier des annonces sur une place publique ou se faire embaucher pour la journée sur un chantier. Pas de mission, pas de revenus. C'était aussi simple et brutal que ça. Mais alors, comment survivre dans un système pareil? La solution, c'était une sorte de réseau social, mais incroyablement hiérarchisé et très contraignant. Et c'est là, vous allez voir, que notre parallèle avec le monde moderne devient vraiment intéressant. L'historien Paul Veyne a magnifiquement analysé ce système. La générosité des élites, ce n'était pas de la charité désintéressée. C'était un pilier du pouvoir social et politique. Le riche donnait pour asseoir son prestige, pour montrer sa puissance. Et le pauvre, lui, dépendait totalement de ses bienfaits pour survivre. Imaginez un peu ce rituel, un rituel quotidien de soumission. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, des milliers de clients se précipitaient vers la demeure de leur patron. Là, ils attendaient. Parfois pendant des heures, exposés au regard de tous, dans l'espoir d'être reçus pour la salutatio. Ce n'était pas une simple visite, non. C'était l'acte de connexion angoissant à leur seule et unique plateforme de survie. C'était un moment d'humiliation publique, en échange de quoi survivre un jour de plus. Et à la fin de ce parcours du combattant, il y avait la paix, la sportula. C'était l'équivalent d'un paiement à la tâche. Ça pouvait être un petit panier de nourriture ou quelques pièces. Mais c'était totalement à la discrétion du patron. Ça dépendait de son bon vouloir. Aucune garantie pour le lendemain. Zéro. Et c'est là qu'on voit toute la dureté du système. Cette dépendance totale était même vue par l'élite comme une sorte de défaut moral. Dans les textes de l'époque, on voit souvent ces pauvres décrits comme des gens qui se complaisent dans leur situation d'éternels assistés. C'est assez terrible. Bon, mais alors, question. Est-ce qu'il était possible de s'extraire de cette précarité? Est-ce qu'il y avait une issue? Oui, il existait une voie, mais elle était étroite et très difficile. Cette voie, c'était celle des affranchis, les libertis. Eux, ils représentent la principale source de mobilité sociale de l'époque. Parce qu'ils avaient souvent appris un métier ou géré les affaires de leur maître pendant leur esclavage, ils avaient les compétences nécessaires pour monter leur propre commerce une fois qu'ils étaient libres. Mais attention, il ne faut pas imaginer des self-made men au sens où on l'entend aujourd'hui. Loin de là. Comme le souligne l'historien Henrik Moritzen, leur succès dépendait presque toujours d'un capital de départ ou d'un réseau que leur fournissait leur ancien patron. La liberté avait un prix et l'ombre du passé, elle, restait toujours bien présente. Et on en arrive au moment où le passé et le présent se rejoignent d'une manière absolument troublante.
Regardez ce tableau, c'est assez frappant. Le travailleur journalier romain, le mercenarius, ressemblait étrangement au travailleur de plateforme d'aujourd'hui. L'intermédiaire, lui, a changé de forme. Le patron, un être humain, a été remplacé par une application, par un algorithme. La paix, la sportula, est devenue le paiement à la mission. Et la protection sociale, eh bien, elle reste la grande absente de l'équation. La question, franchement, elle mérite d'être posée. La technologie a évolué, c'est certain, mais les mécanismes de dépendance, la précarité du travail à la tâche, l'absence de filet de sécurité, tout ça semble traverser les âges. On a l'impression que les structures fondamentales de cette économie informelle sont peut-être beaucoup plus anciennes qu'on ne le pense. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Si vous êtes d'accord ou si au contraire vous avez une contre-analyse à proposer, la conversation se passe juste en dessous. Pour ne pas manquer nos prochains décryptages, qui je l'espère sont passionnants, abonnez-vous maintenant. Et comme d'habitude, quel point particulier on devrait passer à la loupe dans un prochain épisode? Dites-le moi.